La prophétie des Andes de James Redfield. Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie? À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé 600 ans avant Jésus-Christ est une prophétie. Intrigué, le héros de cette histoire s'envole pour le Pérou, à la recherche du mystérieux grimoire. Objet de toutes les convoitises. Commence alors une aventure magique et une dangereuse initiation. Une quête en 9 étapes qui le mène du sommet des Andes, au cœur de la forêt amazonienne, sur la voie des révélations de la vie. Quant au terme de son périple, le héros découvre le vrai sens de son existence. C'est notre propre quête qui débute. Pour James Redfield, si nous restons attentifs et savons percevoir le grand mystère de l'existence, nous découvrirons que nous avons été judicieusement placés à l'endroit adéquat pour changer quelque chose en ce monde. Note de l'auteur. Depuis plus d'un demi-siècle, une nouvelle conscience s'est faite jour dans l'esprit humain. Une conscience qu'on ne peut qualifier que de transcendante, de spirituelle. Si vous êtes en train de lire ce livre, vous ressentez sans doute déjà ce qui se passe. Vous le sentez au-dedans de vous-même. Nous sommes à ce moment précis de notre histoire, tout particulièrement en harmonie avec le processus de la vie. Et savant s'accueillir ces événements qui surviennent comme par hasard, juste au bon moment, nous font croiser les individualités adéquates et impriment une nouvelle direction et une nouvelle inspiration à notre existence. Sans doute, plus qu'aucune autre communauté et à aucune autre époque, nous avons l'intuition que ces événements mystérieux recèlent un sens caché plus élevé. Nous comprenons que le sens de la vie réside dans un dévoilement progressif de l'élément spirituel. Aventure magique et enchanteresse qu'aucune religion, aucune philosophie n'ont encore pu mener à terme. Et nous savons aussi ceci. Lorsque nous aurons saisi ce qui se passe vraiment, que nous saurons comment provoquer ces coïncidences et intensifier leurs conséquences, le monde des hommes franchira un bond véritablement sidéral vers un nouveau mode de vie que l'humanité essaye d'atteindre depuis toujours. L'histoire qui suit est une contribution à cette évolution. Si elle parvient à vous toucher, si elle cristallise en vous quelque chose que vous avez perçu dans votre vie, alors n'hésitez pas, faites partager votre expérience à quelqu'un d'autre. Je pense en effet que cette conscience nouvelle du spirituel se propage exactement ainsi, non à travers les modes, mais par les contacts personnels, par une sorte de contagion psychologique entre les hommes. Il suffit de mettre nos doutes et nos errements entre parenthèses, assez longtemps pour que le miracle se produise et que cette réalité devienne la nôtre. Chapitre 1. Une masse décisive. J'ai roulé jusqu'au restaurant, je me suis garée et je suis restée un moment au volant pour réfléchir. Je n'ignorais pas que Charlène était déjà à l'intérieur et qu'elle m'attendait pour discuter. Mais de quoi? Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis 6 ans au moins. Pourquoi fallait-elle qu'elle se manifeste maintenant? Au moment même où je m'étais mise au vert pour une semaine. Je suis descendue du 4x4 et j'ai marché vers le restaurant. Derrière moi, les dernières lueurs du couchant projetaient des rayons ambrés sur le parking, encore luisant de pluie. Un court orage avait tout détrempé 1 heure plus tôt, rendant l'air frais et transparent, presque irréel dans cette lumière évanescente. Une demi-lune venait d'apparaître. Tandis que je marchais, des images anciennes de Charlène me revenaient en mémoire. Était-elle toujours aussi belle, aussi passionnée? Le temps l'aurait-il transformée? Et que fallait-il penser de ce manuscrit qu'elle avait mentionné, de ce vieux texte déniché en Amérique du Sud dont elle voulait me parler sans délai? J'ai 2 heures d'attente à l'aéroport, m'avait-elle dit au téléphone. Pouvons-nous dîner ensemble?
Je suis sûre que tu aimeras beaucoup ce manuscrit. C'est le genre de mystère que tu adores. Le genre de mystère que j'adore. Que voulait-elle dire par là? Le restaurant était bondé. Plusieurs couples attendaient qu'une table se libère. L'hôtesse me dit que Charlène s'était déjà installée et me dirigea vers une mezzanine dominant la salle principale. Alors que je montais l'escalier, mon regard fut attiré par un petit groupe de gens qui entouraient l'une des tables. Parmi eux, je distinguai 2 agents de police. Ils pivotèrent brusquement et foncèrent dans l'escalier. Mon camp me renversait au passage. Quand le groupe se dispersa, je reconnus la personne qui avait été au centre de l'intérêt des autres. Quand le groupe se dispersa, je reconnus la personne qui avait été au centre de l'intérêt des autres. Une femme restait assise à sa place. Charlène. Je courus jusqu'à elle. Charlène, qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? Elle redressa la tête, feignant l'exaspération, et se leva, me révélant un sourire que je connaissais bien. Sa coiffure avait peut-être changé, mais son visage était resté tel que dans ma mémoire. Des traits fins et délicats, une bouche généreuse, de très grands yeux bleus. « Tu ne vas pas me croire, me dit-elle, en me donnant un baiser amical. Je suis allée aux toilettes il y a quelques minutes, et pendant mon absence, quelqu'un a volé mon porte-documents. Que contenait-il? Oh, rien d'important, des journaux et des revues que j'avais achetés pour l'avion. C'est complètement idiot. Selon les voisins de table, un type est arrivé, a pris le porte-documents et il est sorti avec. Ils ont fait son portrait aux flics qui sont partis fouiller le secteur. Tu veux que j'aille les aider? Non, non, n'y pensons plus. Je n'ai pas beaucoup de temps et je voudrais te parler. J'acquiesçai et Charlène me proposa de m'asseoir. Un garçon nous a apporté la carte et nous avons passé notre commande. Une dizaine de minutes s'écoulèrent en conversation générale. J'essayai de ne pas donner d'importance au relatif isolement que je m'étais imposé à la compagne, mais Charlène ne fut pas dupe. Elle se pencha vers moi en me gratifiant à nouveau de son fameux sourire. « Alors, qu'est-ce qui t'arrive vraiment ?» Je contemplai ses yeux et remarquai l'intensité de son regard. « Tu veux vraiment tout savoir ?» Comme toujours. Eh bien, la vérité, c'est que j'ai pris quelques jours pour moi tout seul et que je les passe près du lac. Je viens de vivre une période au travail très dure et je veux réfléchir à mon avenir. Je me souviens que tu parlais souvent de ce lac. Je croyais que ta sœur et toi aviez été obligés de le vendre. Ce n'est pas encore fait. Le problème, c'est la taxe foncière. Comme la propriété est proche de la ville, les impôts grimpent tous les ans. Elle a qui ça? Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je ne sais pas encore. Quelque chose de nouveau. Elle me regarda d'un air mystérieux. On dirait que tu ne tiens pas plus en place que le reste des gens. Sans doute. Pourquoi me dis-tu tout ça? Il y a un rapport avec le manuscrit. Le silence s'installa un bref instant, tandis que je lui rendais son regard. Parle-moi de ce manuscrit. Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise, comme pour mieux rassembler ses idées, puis me regarda intensément. Je crois t'avoir dit au téléphone que j'avais quitté le journal il y a quelques années, pour une société d'études. Elle est spécialisée dans l'analyse des transformations sociales et culturelles, et travaille pour les Nations Unies. Ma dernière mission s'est déroulée au Pérou. Pendant mon séjour là-bas, à l'université de Lima, je n'ai pas cessé d'entendre des rumeurs concernant la découverte d'un manuscrit très ancien. Mais personne ne pouvait m'en apprendre plus. Même pas les archéologues ou les anthropologues. Dans les cabinets gouvernementaux, on a nié être au courant de quoi que ce soit. Quelqu'un m'a appris que le gouvernement souhaitait faire disparaître le document, sans pouvoir me dire pourquoi. Mais cette personne-là n'avait pas non plus de source sûre. « Tu me connais ?» poursuivit-elle. « J'ai toujours été curieuse. Après la fin de ma mission, j'ai décidé de rester quelques jours de plus, pour voir si je pourrais dénicher quelque chose. Au début, toutes les pistes sont révélées des impasses.
Mais un jour, où je prenais mon déjeuner dans un restaurant de Lima, j'ai remarqué qu'un prêtre m'observait. Au bout d'un moment, il s'est approché et m'a confié qu'il avait appris que j'enquêtais à propos du manuscrit. Il a refusé de me dire son nom, mais il a accepté de répondre à toutes mes questions. Elle hésita encore un peu, sans cesser de me regarder intensément, avant de reprendre. Il m'a indiqué que l'écriture du manuscrit remontait à environ 600 ans avant Jésus-Christ, et que le texte prédisait une transformation radicale de la société. Qui devrait commencer quand? Dans les dernières décennies du XXe siècle. Donc maintenant? Oui, maintenant. Et de quelle transformation s'agit-il? Elle parut gêner quelques instants et finit par déclarer avec force. Le prêtre m'a affirmé que ce serait une sorte de renaissance de la conscience, une renaissance qui s'opérerait sur une certaine durée. Elle ne serait pas d'essence religieuse mais spirituelle. Nous sommes en train de découvrir quelque chose de neuf sur la vie humaine, sur le sens de notre existence, et selon le prêtre, cette découverte va changer profondément notre culture. Elle s'interrompit avant d'ajouter. Le prêtre m'a dit que le manuscrit était découpé en sections ou chapitres. Chacun d'eux est consacré à une révélation particulière sur la vie. Le manuscrit déclare que, pendant la période qui s'ouvre, les êtres humains vont commencer à bénéficier de ces révélations l'une après l'autre. Et que de la culture actuelle, nous passerons à une culture entièrement spirituelle. Je secouai la tête et levai les sourcils d'un air cynique. Tu prends vraiment tout ça pour argent comptant? Eh bien, je pense que... Regarde, dis-je en montrant du doigt les gens qui étaient attablés sous la mezzanine du restaurant. Le monde réel, c'est ça. Tu as vu les changements là-dedans récemment? J'avais à peine prononcé ces mots qu'une remarque furieuse se fit entendre d'une table située près du mur. Je ne parvins pas à la comprendre, mais la voix avait été assez forte pour que toute conversation cesse dans le restaurant. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'un autre vol, mais je m'aperçus que ce n'était qu'une dispute. Une femme âgée d'une trentaine d'années s'était levée et regardait avec colère un homme assis en face d'elle. « Non !» s'écria-t-elle. « Le problème, c'est que notre relation ne se passe pas comme je voudrais. »« Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça ne marche pas !» Elle se reprit, jeta sa serviette sur la table et quitta la salle. Charlène et moi nous sommes regardés, surpris que cet éclat fût survenu au moment même où nous parlions des gens de la salle du bas. Charlène finit par indiquer d'un signe de tête l'homme, qui était resté seul à la table, et dit « Le monde réel est en train de changer, tu vois. »« Comment ça ?» dis-je, pas encore remis de ma surprise. « La transformation commence avec la première révélation. Et selon le prêtre, cette révélation fait toujours surface de manière inconsciente. Au début, elle se manifeste par une inquiétude. » « Une inquiétude ? » ?»« Exactement. Et qu'est-ce que nous recherchons ? » ?»« Justement, au début, nous ne sommes pas trop sûrs. Selon le manuscrit, nous vivons d'abord une sorte d'expérience alternative. Des instants de notre vie nous paraissent différents, plus intenses, mais nous ne pouvons pas identifier ce sentiment ni le faire durer. Lorsqu'il disparaît, nous sommes insatisfaits, inquiets face à une vie redevenue commune et ordinaire. Tu penses que la colère de cette femme était due à ce genre d'inquiétude? Oui, elle est comme nous tous. Nous cherchons à nous réaliser davantage et nous nous révoltons contre tout ce qui nous en empêche. Cette quête anxieuse explique l'incroyable égocentrisme qui a caractérisé les années récentes. Elle touche tout le monde, les grands de ce monde comme l'homme de la rue. Et lorsqu'il s'agit de relations humaines, nous sommes tellement exigeants que nous les rendons presque impossibles, dit-elle en me regardant intensément. Sa remarque me remit en mémoire mes 2 dernières expériences sentimentales. Toutes 2 avaient commencé merveilleusement et n'avaient pas passé le cap de la première année. Je regardai Charlène.
Elle attendait patiemment la suite. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive donc à nos relations amoureuses? J'ai parlé au prêtre très longuement de ça. Il m'a expliqué que lorsque les deux partenaires sont trop exigeants, lorsque chacun des deux s'attend à ce que l'autre partage son monde et participe à chacune de ses activités, un combat s'engage fatalement entre deux égoïsmes. Son discours me frappa. Mes deux dernières aventures s'étaient en effet achevées sur des luttes de pouvoir. Nous nous étions trouvés à chaque fois devant un conflit d'emploi du temps. Tout avait été trop rapide. Nous avions eu trop peu de temps pour nous mettre d'accord sur ce que nous aimions vraiment, nos loisirs, etc. À la fin, décider de l'organisation de la journée s'était révélé impossible. À cause de cette lutte de pouvoir, poursuivit Charlène, le manuscrit dit qu'il nous sera toujours difficile de rester durablement avec la même personne. Tout ça me paraît pas tellement spirituel, dis-je. C'est exactement ce que j'ai dit au prêtre, répliqua-t-elle. Et il m'a répondu que si la plupart des maux dont souffre la société trouvaient leur source dans cette inquiétude, ce n'était qu'un problème temporaire. Nous finirons par prendre conscience de ce que nous recherchons réellement, de la vraie nature de cette autre expérience, différente et plus enrichissante. Lorsque nous aurons vraiment pris conscience de cela, nous aurons accédé à la première révélation.